Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 13 juillet 2020. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous allons parler une fois encore Covid-19, à vos questions, parler de l'actualité portant sur la maladie à coronavirus dans le monde, en Afrique et en particulier au Togo, ce qui se fait concrètement sur le terrain. Et le thème qui retient notre attention ce jour est libellé comme suit: explosion du nombre de cas, inversion encore possible selon l'Organisation mondiale de la santé. Les questions portant sur ce thème, nous allons les poser bien sûr à notre invité du jour, Dr Asimawe Pana. Il est ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Bonsoir, docteur, et merci d'être là. Merci Mathieu, tu sais que c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Oui, ça nous fait énormément plaisir de côtoyer les têtes bien faites du domaine pour avoir d'amples informations. Alors, il faut dire que depuis quelques moments, on parle bien sûr de l'explosion de nouveaux cas à travers le monde entier. L'Afrique a franchi certains caps aussi dans le domaine. On parle aussi de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est parce qu'on a déconfiné ou bien c'est parce que ça a pris une autre tournure, cette maladie-là? Bien, il y a peut-être deux réponses à cela. OK. La première, c'est que la maladie à coronavirus n'a pas encore fini de montrer de quoi elle est capable. Elle est capable. Ça, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a les informations et des connaissances nouvelles qu'on acquiert autour de cette maladie-là, autour de ce virus-là. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les déconfinements et la levée de certaines mesures barrières au niveau des pays ont amené les populations à penser qu'on était peut-être à bout de cette maladie-là. C'était une erreur de pouvoir l'interpréter ainsi. Et il se fait que lorsque les gens ont arrêté de continuer à mettre les mesures barrières en application, eh bien, on s'est retrouvé devant de nouveaux cas qui sont explosés. Parce que rappelez-vous que on n'est pas encore arrivé à ce que nous pouvons appeler une immunité collective, où il y a un certain nombre de pourcentages de la population qui pourrait être en contact du virus et développer une immunité. Encore faudrait-il dire que cette hypothèse n'est même pas encore totalement confirmée, que les gens peuvent être immunisés définitivement. Mais on l'espère puisque les études sont dans ce sens-là. Alors, ce qui amène à penser que les mesures barrières pour lutter et pour freiner la propagation restent encore d'actualité. Figurez-vous, monsieur Mathieu, aux États-Unis, est-ce que vous savez qu'il y a un jeune de 30 ans qui est mort il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, suite à ce qu'ils ont fait après qu'on ait levé au Texas les mesures barrières? Ils ont organisé ce qu'ils appellent une fête, les parties, pour voir qui est celui-là qui va contracter le premier est le virus. Le virus, mais c'est bizarre ça. Ils invitaient au vu de tout ce qu'on dit, oui. Vraiment, il en est mort malheureusement, un jeune de 30 ans. Vous voyez comment le comportement de l'homme peut l'amener à des conséquences. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est parce que les gens méprisent l'existence de cette maladie, ou carrément on a choisi défier la maladie ou comment? Mais regardez un peu les tranches d'âge. S'il est connu que les personnes âgées à partir de 50-60 ans en allant peuvent développer des formes graves, il est tout à fait connu aussi que les tranches les plus affectées, même chez nous ici au Togo, sont comprises entre 15 et 34 ans. Et quand on dit 15 et 34 ans, vous comprenez ce que ça veut dire. Ouais. C'est la fleur de la jeunesse, c'est la fougue, on a la fougue, c'est la joie, la belle vie. C'est de défier ce qu'on dit, ce que les parents disent, on le défie pour montrer qu'on est encore solide, on est fort, etc., etc. Malheureusement, le virus, lui, ne sait pas si tu es fort ou faible, il t'attaque. Et malheureusement, c'est ça qui se passe. Parce que les jeunes, ils sont les plus atteints.
quand on regarde la proportion des personnes atteintes chez nous au Togo ici, les jeunes de 15 à 34 ans constituent plus de 60%. Vous voyez, non? Ça veut dire que si la jeunesse, aujourd'hui, ne prend pas conscience qu'il est important qu'ils puissent mettre en application les mesures barrières, on en a encore pour longtemps, malheureusement. On va prendre toujours le cas des États-Unis où on a vu pour une première fois d'une façon aussi officielle le président Donald Trump qui a finalement mis son masque en public. On se demande qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché chez lui. Et dans la foulée, les chiffres grimpent au jour le jour. On parle de plus de 60 000 cas de contaminés par jour. À quoi cela est dû? Comment cela peut être expliqué scientifiquement? Non, scientifiquement... C'est le mépris des gestes barrières toujours? Non, c'est le comportement de l'homme. C'est le comportement de l'homme. Je venais de donner l'exemple de ce jeune homme qui est mort malheureusement à 30 ans, suite au parti qu'ils ont organisé avec des personnes infectées. Et celui qui est le premier à être infecté après les Bringla, il gagnait l'argent qu'on a déposé. C'est le comportement de l'homme. Vous voyez, et je crois que le président américain n'est pas le seul. Il y en a encore qui... Il y a Bolsonaro. Il y en a qui ont défié la maladie. Ouais. Mais or, la maladie, ce n'est pas un individu que vous allez voir pour dire, bon, je peux l'affronter. Les gars, mais vous ne le voyez pas, il est très microscopique. Même à l'œil, on ne le voit pas. Donc, que vous soyez gros, gras, maigre, géant, court ou quoi, le coronavirus... Beau, vilain, il vous attaque. Fous, hein. Voilà, que vous soyez président, que vous soyez cultivateur, que vous soyez commerçant, il s'en fout. Lui, il cherche un terrain pour s'y loger et puis créer ses dégâts. Malheureusement, bon, l'homme étant ce qu'il est, bon, les gens parfois ne comprennent pas et ne suivent pas les scientifiques. Alors que les scientifiques ne peuvent pas avancer des choses sans base factuelle. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, vous avez l'organisation territoriale au niveau des États-Unis font qu'il y a certains États qui avaient accepté de mettre les mesures barrières d'une façon rigoureuse. Et si vous regardez les statistiques, ces États-là sont un peu épargnés par rapport à des chiffres flamboyants dans d'autres pays, dans d'autres États qui n'avaient pas, eux, voulu suivre justement les conseils et les directives du Conseil scientifique américain. Parfait. On va s'intéresser un peu à la maladie sur le continent africain. On parle de plus en plus de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Algérie et le grand de la sous-région ouest africaine, le Nigeria. Oui. Comment cela peut être expliqué du moment où les jours passent, les mois passent? On est censé quand même maîtriser les b.a.-ba pour venir à bout à cette maladie, mais pourtant, ça ne va pas. Bon, il faut dire que ceci est lié aussi à un phénomène, c'est la densité de la population. Ouais. Plus vous avez une grande population, plus la probabilité que le virus circule dans la population est grande. Et deuxième chose, ça dépend aussi de la mobilité des gens. OK. Voilà, la mobilité des gens. Si vous regardez par exemple la ville de Lagos, À plus de 20 millions d'habitants. Plus de 20 millions d'habitants, vous voyez ce que ça représente. Ça fait 3 fois notre population pour une ville. Vous imaginez. Alors quand vous regardez le flux de personnes... Ça c'est Lagos, il y a Abuja, il y a d'autres villes. Hein. Voilà, quand vous regardez, c'est comme Djobour aussi, en du sud, Pretoria, etc. Ce sont des mégaloville. Donc vous allez voir les gens circuler en densité. Et surtout en Afrique, on n'a pas les mêmes... on n'a pas de système qui cloisonne quand même la circulation des gens. Donc, on a plus de probabilité à se toucher un peu plus. Ce qui fait que les gens qui n'ont pas aussi pratiqué les mesures barrières, notamment le port de cache-nez, eh bien, la transmission va vite là-bas. C'est ce qui explique. Mais heureusement que ces pays que vous venez de citer ont pris la mesure de la pandémie. Et malgré qu'ils aient des chiffres
élevés, mais quand on les rapporte à la population, on se rend quand même compte que ce n'est pas très explosif quoi, ce qu'on attendait. Bon, heureusement aussi que ce sont des pays, notamment l'Afrique du Sud et le Maroc, qui sont en avance sur, et puis l'Égypte, qui sont en avance sur les recherches scientifiques sur cette maladie-là. Alors, on parle aussi de l'effet des confinements et reconfinement à nouveau. Oui, évidemment, puisque pour le moment, les mesures barrières qui ont fait leur preuve pour arrêter ou diminuer sensiblement la prévalence ou l'incidence de la maladie, c'est-à-dire les nouveaux cas, hein, c'est ça qu'on appelle l'incidence. Et ces mesures-là, si on les pratique, on est sûr qu'on arrive à pouvoir réduire justement la propagation de la maladie. Mais à partir du moment où on a déconfiné, les gens disent « Ok, c'est fini ». C'est comme un pigeon. Lorsque vous l'ouvrez un peu, il pense que c'est fini, tout l'air l'appartient, il voltige. Sans oublier que la pluie peut tomber. Vous voyez, non? Donc, encore une fois, je reviens sur ce phénomène du comportement de l'homme. C'est ça qui est au centre, le comportement de l'homme. C'est difficile à pouvoir amener les gens à pouvoir acquérir de nouvelles attitudes qui n'ont pas l'habitude de. Mais ça a pris quand même du temps. On était en fin décembre 2019, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est quand même beaucoup. Malheureusement, non? si c'est que c'était quelqu'un, le virus, c'est qu'on pouvait le voir quelque part, on se serait lié, on va le prendre et le mettre dans une cage, on brûle et puis c'est fini. Ouais. Il n'est pas visible. Je fais un parallèle. Nous avons commencé à connaître l'insécurité dans nos pays par rapport au djihadisme. Ça fait longtemps qu'on lutte Des avec. années, hein? Jusqu'alors, on n'est pas arrivé. Nous avons des maladies, comme Ebola, vous vous rappelez. On a commencé à lutter contre ces maladies-là, mais de temps en temps, elles ressurgissent, malgré qu'on ait actuellement des armes contre ces maladies-là. Donc, il me semble que ce qui fait un peu la difficulté pour cette maladie-là, c'est le fait qu'on ne l'ait pas connue avant. Non, mais c'est quand même 5-6 mois, quand même. Et finalement, 5-6 on a mois. comme impression que la science, ça a été toujours comme ça. Hein. Bien sûr. Non, c'est pas comme quand vous cultivez le maïs, vous connaissez les attend 2 stades, mois. et puis vous allez récolter, monsieur Mathieu. La maladie, c'est une inconnue. Et surtout, le coronavirus, la Covid-19, on ne la connaissait pas. Si c'est qu'on la connaissait, d'accord. Des maladies comme la tuberculose, qui sont là depuis des siècles, on les connaît et on connaît comment il faut réagir. Cette maladie vient de surgir. Même les scientifiques n'ont pas encore tous les contours. Il faut qu'on soit patient. Et il faut qu'on écoute les scientifiques. Il faut qu'on les écoute. Comme ça, on dit aujourd'hui, les gens, par exemple, la fois dernière, disent « Ah, on avait dit que c'est pas dans l'air, etc. » Aujourd'hui, oui, ça, il n'y a aucun souci. En matière de science, ce qu'on peut dire aujourd'hui est valable et demain, ce n'est plus valable. Il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas, bien qu'on travaille sur la science exacte, les hypothèses peuvent changer au fur et à mesure que la maladie avance. Parfait. Le premier pays, je veux parler bien sûr de la Chine, qui a été le point névralgique. Renoue encore avec la maladie, on a du mal à comprendre parce que la Chine était quand même un exemple brandi dans tous les pays. Il faut confiner, comme la Chine l'a fait, pour venir à bout à cette maladie. Et pourtant, ça n'a pas vraiment quand même marché sur tous les points. Oui, bien sûr, parce que on n'a pas, même quand la Chine a déconfiné, quand la Chine a levé un peu le pied sur les mesures barrières. Mais écoutez, monsieur Mathieu, on n'avait pas 0 cas. On n'avait pas 0 cas en Chine. Ah bon? Ah non, on n'avait pas 0 cas. On avait quelques cas. Mais il faut quand même reconnaître que la Chine aussi communique très peu sur... Monsieur Mathieu, l'autre fois, on avait débattu de cette question-là ici, oui, autour de ce que nous appelons le règlement sanitaire international. OK.
malheureusement, il se fait qu'il n'y a pas que la Chine. Hein. Beaucoup de pays, bon, aujourd'hui, la Chine est sur la sellette. C'est pour ça qu'on parle de la Chine. De la Chine. Mais quand on prend d'autres cas, eh bien, il y a d'autres pays qui ont cette attitude-là. Les pays, ils signent de pouvoir donner l'information à qui de droit, normalement à l'Organisation mondiale de la santé, quand il y a un événement de santé publique. Mais les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Alors, à partir du moment où l'Organisation mondiale de la santé n'a pas, j'allais dire, le pouvoir de contorsion sur un pays, tout se fait autour de la diplomatie. Vous comprenez donc les pays, ils restent quand même souverains. Souverain. Et bon, donc vous ne pouvez pas contraindre un pays à vous donner une information quand bien même vous savez que l'information est là. Vous voyez, non? Alors, donc, on est obligé d'aller toujours dans ce sens-là, aller diplomatiquement, mettre la pression, donner l'information, parce que dans le règlement sanitaire international, il est dit, et c'est les États membres, les 194, qui ont dit que chaque pays qui découvre qu'il y a une maladie qui éclot dans sa population a le devoir de le signaler à l'OMS. À l'OMS, hein. Surtout quand il s'agit d'une maladie qui peut être d'allure internationale, donc attaquer les autres pays. Alors, à partir du moment où c'est comme ça, on suppose que les États étant souverains, ils sont quand même aussi responsables et qui devraient mettre en application ce qu'ils ont décidé. À l'heure où nous débattons sur ce plateau, on sait quand même que plusieurs pays sont à pied d'œuvre pour trouver aussi un vaccin devant sauver la situation. Mais en attendant que le vaccin ou bien les vaccins soient trouvés d'une façon aussi adéquate et professionnelle pour ne pas créer des revers après, tout ça là jusqu'à quand? On avait commencé timidement en décembre. Hein? Oui, oui. On est en juillet, bientôt août. Ouais. Août, bientôt, et puis voilà, l'année est terminée. Comme je l'ai dit une fois sur ce plateau, malheureusement, c'est un virus. La science a montré que pour lutter contre les bactéries, c'est encore un peu plus facile que lutter contre un virus. Ça, c'est l'histoire qui le dit. C'est pour cela que ce virus, coronavirus, est un nouveau virus, bien que ses apparentés étaient connus. Eh bien, il est difficile pour le moment de dire quand est-ce qu'on aura un vaccin, par exemple. Parce que même sur des souches, sur des germes bien connus, il faut attendre 5 à 10 ans, voire parfois 12 ans pour sortir un vaccin. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. On va pas quand même vivre... non, corona, oui, mais c'est pour ça que ça va être un peu délicat. Oui, c'est pour ça qu'actuellement, comme c'est une pandémie qui agite tout le monde, eh bien, les chercheurs de tout le monde sont affairés. C'est là notre chance. Et on risque d'avoir peut-être le vaccin d'ici l'année prochaine. Parce que déjà en Angleterre, à l'université Oxford, ils sont à un stade très avancé. Nous avons l'espoir que d'ici au début 2021, on aura quand même un vaccin qui pourra sauver le monde. Oui. Maintenant, les médicaments, on est en train aussi d'utiliser tous les médicaments qui sont disponibles. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé à trouver un médicament qui puisse avoir une action directe sur le virus ou avoir justement à annihiler ces effets dans l'organisme d'une façon très efficace. On parle aussi dans la foulée de certains pays africains, on parle de l'Afrique du Sud, on parle également du Maroc, en matière bien sûr de cette recherche-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Le miracle peut venir de l'Afrique? C'est possible. Le miracle peut venir de l'Afrique. Tout le monde essaie de jeter dans la bataille de la recherche. Et nous ne devons pas rester de l'Est. Il faudrait que nos chercheurs se mettent à pied d'œuvre. Comme tout dernièrement, il y a eu l'OMS qui avait lancé ce qu'ils ont appelé la solidarité de recherche sur la Covid. Oui. Pour certaines substances, notamment l'hydroxychloroquine avec les antirétroviraux comme l'opinavir et la ritonavir.
Et bon, malheureusement, les conclusions qui étaient attendues n'ont pas donné ce qu'on espérait. Nous espérons qu'en Afrique du Sud, ils sont en train de faire déjà des essais cliniques, mais il n'y a pas encore un médicament qui pointe un peu son nez là-dessus, aussi au Maroc. Ils sont aux étapes préliminaires. Nous espérons que ça va aller d'ici quelques mois. Bon, parfait. On parle aussi, entre-temps, de notre cher pays. Oui. Où en êtes-vous, là? Sur quel point? Sur la recherche. Je crois que vous avez suivi avec moi la fois dernière la déclaration des chercheurs de l'université de Lomé qui ont heureusement montré scientifiquement qu'au Togo, on a quelques substances qui peuvent être utilisées et qui peuvent renforcer le système immunitaire pour lutter contre le coronavirus. Maintenant, ils ont aussi ajouté que cela va prendre du temps d'ici décembre, voire même début 2021, où effectivement les recherches doivent être poussées encore plus loin pour sortir justement ces éléments qui ont des principes actifs et qu'on pourra mettre à la disposition de la population. Donc, actuellement, je suppose qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux dans ce sens-là. Ils ont besoin de l'accompagnement, naturellement. La recherche, ça coûte cher. Il va falloir que, effectivement... Mais l'État les accompagne, non? Oui, l'État les accompagne. Voilà. Donc, nous avons espoir que d'ici la fin de l'année, comme ils l'ont prévu, de bonnes nouvelles vont tomber pour nous. Fin d'année pour nous, quand même, c'est un peu distant. Et donc, la recherche, ce n'est pas... Fouiller, comme ils ont l'habitude. Monsieur Mathieu, la recherche, quand on dit la recherche, là... Bon, c'est une façon, hein, oui, je l'ai dit une fois. Les médicaments, les vaccins et autres substances, c'est sur l'homme qu'on doit les utiliser. Donc, il y a des précautions, il y a des étapes communes avant qu'on ne se dise, OK, cette substance, on peut maintenant l'utiliser sur l'homme. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quand on perd un homme, les conséquences sont très, très, très lourdes. C'est pour ça qu'on met toute une précaution, des étapes, pour s'assurer que la substance ou le médicament ou le vaccin n'a aucun effet néfaste lorsqu'on va les... L'urgence est déjà là. Est-ce qu'il faut respecter toutes les étapes professionnelles avant d'aboutir aux résultats aussi concordants et fiables? Non, mais ce qu'on fait généralement, dans le cas, par exemple, de la COVID-19, toutes les étapes sont respectées. On ne peut pas sauter une étape. Par contre, au lieu qu'on essaie de raccourcir un peu les étapes, sauf certaines qui sont critiques, notamment lorsqu'on arrive aux essais cliniques. Mais au laboratoire, on essaie de raccourcir la durée de certaines étapes pour accélérer justement les trouvailles. Donc, ce qui fait que lorsqu'on arrive maintenant aux essais cliniques, eh bien, on prend le temps qu'il faut parce que c'est très important, parce que cette étape-là permet de jauger de la substance sur l'homme, sur l'individu. Parfait. Messieurs, dames, si vous nous choisissez que maintenant vous suivez bien sûr votre émission qui passe à la loupe l'actualité sur la maladie à coronavirus tous les soirs dès qu'ils sont 21h10 sur votre antenne Info 1. Nous allons devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres publiés à la date bien sûr de 12 juillet 2020 au Togo. Le 12 juin 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 192 cas actifs pour 513 cas guéris, 15 décès et 720 cas confirmés au total pour 35 457. Nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 4,60 tests pour 1000 habitants et 1,36 cas pour 100 000 habitants. C'est 14 derniers jours sur l'ensemble du territoire togolais. Et une petite précision pour dire que 2 des 301 personnes testées sont positives, portant le nombre total de ces
cas positif à 720. Il s'agit d'une fille de 13 ans ayant eu une notion de contact résidant à Vaughan dans le district de Vaud et un homme de 46 ans confirmé parmi les suspects résidant à Sokolé dans le district de Tchaoudjan. 7 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 513 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Et le nombre de décès reste donc inchangé à 15 cas actifs, à 192, et un total de 35, pour un total de 35 457 tests de laboratoire ont été bien sûr effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et ce qui nous intéresse très souvent sur ce tableau, c'est le cas des guéris. On a évolué, hein? Beaucoup, oui. Beaucoup. C'est encourageant. Parce que, comme je venais de le dire, au fur et à mesure qu'on avance, on découvre également de plus en plus comment le virus réagit et comment le contrer dans l'organisme. C'est ce qui explique ces améliorations au niveau de la prise en charge. C'est le premier protocole là qui est toujours gardé ou entre-temps ça a évolué? Je veux bien sûr parler du protocole de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Absolument. Oui, parce que pour le moment, on n'a pas quelque chose sous la main pour remplacer. Mais attends, vous avez le Covid organique? Oui, ça aussi, bon, ça, c'est aussi utilisé chez certains malades. Mais je n'ai pas encore les résultats complets pour que je puisse les livrer ici. Je crois que le professeur Iou et son équipe auront et viendront un jour sur ces plateaux-là pour nous donner les détails de tout ce qui s'est passé avec l'utilisation de Covid organique. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand même, de considérer cette maladie comme toute autre maladie? Parce que cette question-là me revient très souvent sur notre plateforme avant d'atterrir sur ce plateau pour vous avoir. On dit, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop avec Covid, avec coronavirus? Bien, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait moins? L'information, on va toujours la marteler, hein? Oui. On va en parler. Oui. Que faut-il faire? Il faut orienter peut-être la stratégie de communication en temps de crise, comme on le fait depuis plus de 2 mois déjà là. Je pense que la communication est adaptée au fur et à mesure que nous avançons. Hein? Et les messages aussi changent au fur et à mesure. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, nous avions commencé à dire aux gens qu'il faudrait que les gens se préparent à vivre avec le virus. Apprendre à vivre avec le virus. Apprendre à vivre avec le virus. Parce qu'on voyait déjà comment le virus se comportait, surtout que vous voyez les courbes d'évolution de la maladie qui étaient en dents de scie. Ce qui donne déjà que la maladie n'évolue pas d'une façon traditionnelle, en courbe de Gauss, comme on l'appelle, comme une cloche, ça monte et ça descend et puis c'est fini. Cette maladie-là, elle évolue d'une façon bizarre, en dents de scie, il y a des hauts, des bas, ce qui montre que quand une maladie a ces caractéristiques-là, ça veut dire qu'elle risque de durer dans le temps. Alors, maintenant, c'est pour ça qu'on martèle tout le temps de dire, on ne sait pas quand on va arriver à des moindres cas. Vous voyez, non, quand on aura sporadiquement 1 cas, 2 cas par ici, 2 cas. Là, on peut aisément dire, bon, on peut ne plus porter les cas chaînés, etc., etc. Mais à partir du moment où on a toujours des cas qui dépassent quand même un certain niveau attendu, notamment 1 sur 100 000, eh bien, il faut qu'on continue les mesures barrières. C'est ça. Quand la phase endémique, bien sûr, de cette maladie, ou bien nous y sommes déjà? Justement, je venais de le dire, cette maladie-là ne répond pas à cette règle où généralement les épidémies montent et j'arrive à un niveau qu'on appelle le pic, et puis ça, on a un plateau, et ça commence à descendre. Vous voyez que si vous regardez la courbe au niveau de notre pays, c'est une courbe qui est en dents de scie, c'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est beaucoup cette allure aussi qu'on constate dans beaucoup de pays. C'est ça qui amène à cette difficulté de la maladie à coronavirus. Parce que si c'était traditionnellement les autres pandémies qu'on a connues, il y a un pic, il y a un plateau, et puis ça s'éteint. Voilà. Parfait.
On sait que la cellule Riposte était face aux professionnels des médias en fin de semaine dernière. Et l'information phare qui était donnée, c'est la réouverture des lieux de culte. Et déjà, ce vendredi 17 juillet 2020, à 13 heures, dans certaines mosquées, on va assister quand même à des prières, ça et là. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Les mesures, tout est OK en tant qu'expert, que vous êtes et vous analysez la situation. Est-ce que ça va? Parce que déjà, le vendredi, il y a la prière musulmane. Déjà, peut-être certaines congrégations religieuses chrétiennes vont commencer timidement ce vendredi soir là. Parce que entre-temps aussi, c'est interdit. Hein? La nuit, les cultes la nuit, tout ça là, c'est interdit. Et le samedi, nos amis adventistes du 7e jour aussi seront dans leur lieu de culte, ils font partie bien sûr de ces églises-là qui sont bien sûr choisies. Et le dimanche, c'est le jour J. Bien. Je pense que l'autorité en charge de cette question a été claire. On n'ouvre pas les cultes totalement à 100%. Et je crois que le communiqué a été clair, c'est graduellement que cela va se faire. Ça veut dire que il y a les religieux vont se retrouver pour essayer de planifier. On commence par où et on finit par où. La deuxième chose qui était importante dans ce que l'autorité en charge a dit, c'est que c'est dans certaines conditions que les responsables religieux vont ouvrir les cultes, notamment le respect des mesures barrières. Et ça, croyez-moi, monsieur Mathieu, le suivi sera fait. Et quand on va constater qu'un responsable religieux a ouvert son lieu de prière et qu'il n'y a pas le respect des mesures barrières, je suis sûr que l'autorité ne tardera pas à prendre sa responsabilité devant ce comportement. Et c'est important, parce que les discussions qui ont eu lieu entre les responsables religieux et l'autorité ont pris beaucoup de jours. Les gens ont analysé tous les aspects, toutes les facettes, avant qu'ils n'arrivent à ce consensus-là. Donc, je pense que les religieux doivent faire jouer leur partie. L'autorité a joué sa partie. Il faudrait que les religieux respectent justement les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de l'ouverture des lieux de culte et les conditions dans lesquelles ces ouvertures doivent se faire. Parce que sans cela, l'autorité sera obligée de revenir sur les mesures de barrière. Parce qu'il revient à l'autorité de garantir justement la santé de tout le monde. Il reviendra bien sûr à l'autorité de garantir la santé de tous les fils Absolument. de ce pays. Mais on est d'accord quand même qu'avec les églises, quand nous prenons par exemple le catholicisme romain, l'église presbytérienne du Togo, les assemblées de Dieu, c'est encore facile à contrôler. Hein, parce que par exemple, là où moi j'habite, ma paroisse n'est pas dans le lot. Ma paroisse n'est pas dans le lot. Quand même, on fera peut-être le plaisir de choisir une heure programmée un dimanche là pour aller au moins une fois en passant à certaines messes. Mais non, pour les églises dites éveillées, qui sont en nombre, ça va être un peu difficile, hein, parce qu'il y a déjà, j'ai discuté avec un jeune pasteur qui m'a dit, ah ben, tout ça là, c'est une organisation des antéchrists. Nous, on est des hommes de Dieu. On va prier pour que Corona cesse, que nous, on sera, si dès qu'on donne le hockey aux autres, nous aussi, on va offrir. J'ai dit, mais attention, le feu est à l'orange. Vous déconnez, on vous prend. C'est clair, voilà. monsieur Mathieu. En le voyant, dans cette fougue-là, je me dis, il n'est pas le seul. Ils sont plusieurs. Et est-ce qu'on n'est pas tenté d'assister à des jours qui viennent, à des cultes célébrés dans les maisons, en clan d'eau, ça et là, pour compliquer encore la situation? Tout à fait d'accord avec vous, Mathieu. Et c'est pour ça que je disais tantôt que j'espère que les leaders religieux qui ont eu beaucoup de temps, des semaines de discussion avec l'administrateur,
avec l'autorité et qui ont donné des gages vis-à-vis de l'application des mesures barrières lors de l'ouverture des cultes religieux, eh bien, des lieux de culte religieux, eh bien, il revient à ces responsables-là de pouvoir appliquer ces mesures barrières et de respecter leur engagement. Autrement dit, l'autorité est obligée de sévir. Celui qui dit, bon, écoutez, moi, je ne suis pas sur la liste, mais je vais aller ouvrir mon établissement, je pense que dans un pays comme le nôtre, la loi doit s'appliquer. Et la loi, elle est impersonnelle. Je pense. En tout cas, il reviendra à l'autorité Justement, de savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, faut-il faire devant ces cas-là. Mais moi, en tant que citoyen, je pense que quand il y a une loi et que je ne la respecte pas, je m'attends l'équation souvent posée, c'est que on a autorisé à des débits de boissons à travailler, à ouvrir, à travailler tard dans la nuit. Mais pourquoi pas quand même autoriser aux hommes de Dieu d'implorer la bénédiction divine sur le pays pour qu'on puisse venir à bout à cette maladie. On leur demande de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Il suffit juste de prendre par exemple le boulevard Jean-Paul II, le boulevard 13 janvier, avenue Accueil et ces consorts-là. Et on s'en rendra compte que ça bouillonne à Lomé, mais pour les églises, qu'on dit non. Bien, je ne sais pas, moi, je ne sais pas si l'autorité avait pris quelque part. Jusqu'à je n'ai pas vu un papier, en tout cas, à moins que ça m'ait échappé. Je n'ai pas vu l'autorité qui a pris sur elle une note dans ce sens-là pour les bars, dancing, etc. Je ne pense pas. Parce que même, j'ai lu un papier où les espaces, justement, de bars, dancing, tout ça, là, sont interdits. J'ai lu ça. Donc, mais oui, maintenant quand vous prenez les petits bars qui sont au bord de la route, tout ça là, vous vous rappelez en Europe quand ils ont commencé à pouvoir ouvrir les lieux publics, les restaurants, les bars, etc., les bistrots, ils étaient autorisés de rester sur les devantures, un peu au bord de la route, etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait une explication scientifique. Elle est simple. Lorsque vous êtes en l'air libre, eh bien, la concentration du virus qui est émis par un porteur n'est pas grande. Elle se dilue dans l'air. Donc, et surtout si les gens sont à des distances, il y a la probabilité d'infection est quasi faible. OK. Voilà. Maintenant, si vous vous retrouvez dans un bar enfermé, surtout avec cette nouvelle notion qui dit que le virus est dans l'air avec les fines gouttelettes lorsqu'on parle, lorsqu'on respire, lorsqu'on est tenu, et qui peut atteindre quelqu'un par l'air, même à 2 mètres, eh bien, lorsque vous vous retrouvez dans un bar, si parmi vous, il y a quelqu'un qui est déjà infecté, vous avez la haute probabilité d'avoir ce virus-là. Ça, c'est clair. Maintenant, vous savez, je le dis toujours, on dit qu'il ne faut pas faire ceci, parce que si tu le fais, tu vas attraper le coronavirus et tu décides de le faire, tu l'attrapes. Personne n'est responsable. Parce que l'autorité est responsable lorsqu'elle n'a pas donné l'information. L'autorité a donné l'information. Je venais au début de cette émission parler de ce jeune Américain de 30 ans. Oui. Il avait l'information. Il savait le risque qu'il courait. Et quand il était sur son lit d'hôpital, il a dit qu'il a commis la plus grande erreur de sa vie, malheureusement qu'il a emporté. Parfait. Dans la foulée aussi, il faut évoquer l'ouverture des frontières dans l'espace CEDEAO, qui va être bien sûr effective, cette ouverture qui va être bien sûr effective dans les tout prochains jours. On sait quand même qu'avec nos voisins immédiats, c'est pas vraiment gênant, mais si on prend certains pays, certains grands de la sous-région, en pole position, on cite le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Est-ce qu'on est à l'abri? Écoutez, je pense que ça, c'est effectivement une situation très délicate. Et c'est pour cela que les autorités dans la sous-région, et chez nous en particulier, ont commencé
graduellement. Ils vont commencer par les frontières aériennes. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand on va parler des frontières terrestres, c'est encore plus difficile à contrôler. Donc, l'expérience avec l'ouverture des frontières aériennes va donner quand même une certaine expérience aux décideurs et aux autorités de moduler et de savoir comment est-ce que l'ouverture des frontières terrestres se fera. Parce que c'est pas facile. Oui. C'est pas du tout facile, il faut le remarquer. Même dans les pays développés où les aéroports sont très bien organisés, mais regardez ce qui s'est passé tout dernièrement en France. Voyez, non? Donc, c'est pas facile. Comment faire en sorte que les gens soient contrôlés avec leurs tests? Après, quand ils sont dans le pays, leur suivi, ce n'est pas du tout facile, il faut le reconnaître. Mais on ne peut pas aussi, comme les autorités l'ont dit, on ne peut pas rester tout le temps cloîtré. Il faut ouvrir à un certain moment, expérimenter les stratégies qui ont été développées, et puis voir maintenant si ces stratégies-là s'avèrent ne pas être efficaces et que les cas continuent peut-être à ressurgir, eh bien, je suis sûr que l'autorité ne tarderait pas à refermer encore le robinet. Parfait. Docteur Asimawe Panan, je rappelle bien sûr que vous êtes un ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Et la jeune génération vous suit, hein? Absolument. Actuellement sur ce plateau. Oui. Et au Togo actuellement, si vous êtes demandé d'analyser dans tous ensemble, ça va? Je pense que ça va. Moi, je suis un scientifique et je me prononce et j'analyse sur les bases factuelles. Si vous prenez les indicateurs actuellement sur la lutte contre la COVID-19 dans le monde, en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Togo a le nombre de cas positifs le moindre par rapport aux autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les stratégies développées pour contrer la propagation de la maladie s'avèrent quand même payantes. Ça, il faut le dire, parce que c'est les chiffres qui parlent. On n'est pas en philosophie, vous voyez, non? 2, le Togo est l'un des pays dans la sous-région et en Afrique a enregistré moins de décès. Oui. Ça veut dire, comparé aux autres pays, bien sûr, même il y a des pays qui n'avaient pas connu l'épidémie avant nous, qui sont rentrés en épidémie après nous, mais qui enregistrent aujourd'hui le triple, le quadruple de décès. Ça veut dire que les méthodes et le protocole de prise en charge, je dis bien de prise en charge, s'avèrent efficaces. C'est pour ça qu'on a moins de décès, et Dieu merci. Ensuite, je pense que sur le plan communicationnel, aujourd'hui, vous allez jusqu'à Dapon. Moi, j'étais au nord tout dernièrement. Eh bien, dans les villages, tout le monde parle de coronavirus. Il y a des noms dans toutes les langues, hein, vraiment, il y a des noms bizarres que vous entendez. Mais au moins, vous sentez que l'information est passée. L'information est passée. Et ça, on peut s'en réjouir. Donc, je pense d'une façon... Et puis, n'oubliez pas, M. Mathieu, on sent que ça retient l'attention des autorités, des plus hautes autorités de ce pays-là. Parce que tous les jours, il y a une information qui passe sur les médias. Et vous, de la communication, je vous tire chapeau. Merci. Il faut le dire. Non, c'est vrai. Je vous tire chapeau. Vous faites quand même du bon boulot, hein? Mais vous faites un très bon boulot, il faut le dire. Merci. Et la presse écrite, la radio, la télévision, honnêtement, je vous tire chapeau. Vous devez continuer comme ça. Merci. On n'est pas encore à bout. Et il faut que la population vous écoute tout ce qu'on dit sur vos médias. Il faut qu'ils lisent aussi ce qu'on leur dit. C'est très important. Donc, en résumé, je peux dire que pour le moment, en tant que scientifique, moi, j'apprécie effectivement les efforts consentis par les autorités, les efforts consentis par la population, les efforts consentis par les scientifiques, le monde médical, paramédical, le monde médiatique. On fait du bon boulot. Il faut qu'on continue. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Parce que si on baisse les bras, on risque de
connaître ce que certains pays, notamment de l'Amérique du Sud, ont connu, avec des milliers de morts. Nous ne voulons pas ça au Togo. Nous devons continuer ce que nous avons continué de faire jusqu'à maintenant et qui marche. Merci beaucoup à vous, Dr Asimawe Pana, ancien représentant de l'OMS. J'ai l'habitude de dire comme le Monseigneur Denis Denis Barriga, voilà, disait, fais ta part. Chacun n'a qu'à essayer de faire sa part dans cette lutte. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à notre antenne, tous ceux qui m'ont aidé à vous servir, à fabriquer cette émission, à la grande réalisation. Nous avons Magloire Adokou. Merci pour ce boulot que tu fais tous les jours que le bon Dieu fait. Rebecca Vessou, bien sûr, au cadrage et au studio pour veiller au grain. Seigneur et Sylvain Adjibli. Seigneur, bien sûr, à la coordination avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, LinkedIn et autres. Merci. Vous pouvez laisser bien sûr vos questions sur notre plateforme et nous ferons le plaisir, bien sûr, de les relayer auprès de notre invité de tous les jours. Et à la coordination générale, Sylvain Adjibli. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain toujours avec le même plaisir pour vous servir.